Non, mais vous croyez, moi j'ai regardé les faits, je dis c'est peut-être au niveau de la personnalité. Bonjour tout le monde. Bonjour. On a des invités surprises. Vous amenez des amis. Bonjour. On peut vous raconter quelqu'un. Ah bah vous connaissez un peu son histoire? Oui, moi je viens de la dire à madame. Je partie avec vous. Oui, partie bien. Ah mais je sais quoi? C'est important. Alors je vais vous raconter un petit morceau de l'histoire du théâtre de poche. Moi je suis j'ai pas l'air, mais je suis un tout jeune directeur de théâtre. Je dirige le théâtre de poche depuis 4 mois. Quoi plus fort? Vous m'entendez? Oui. Encore plus haut? Difficilement, d'accord. Donc je disais que j'étais un jeune directeur de théâtre, je dirige depuis 4 mois, je m'appelle Olivier Blin, je fais ça avec ma collègue Anouchka qui s'occupe notamment des relations de presse et d'un tas d'autres choses. Et on avait des petits rendez-vous de travail aujourd'hui avec des artistes qui vont occuper le plateau du théâtre de poche. On s'est dit, bah, tant qu'ils sont là, on va vous les présenter. Vous avez Rosa à ma gauche et à mon extrême gauche. Vous n'y voyez aucune connotation politique. Vous avez Jean-Michel Van Den Leyen qui met en scène le spectacle de Lupin Liman au milieu de la saison. Alors, le théâtre de poche, il existe depuis 1951. Il existe dans le bois de la Cambre depuis 1966. Mais il existait avant dans un appartement, c'est pour ça qu'on l'a appelé, que le fondateur l'a appelé théâtre de poche. Et un peu plus tard, il était au début sur la chaussée d'Ixelles. Ah ben vous l'avez connu, chaussée d'Ixelles? Oui, moi aussi. Oh, moins jamais. En quelle année c'était? 51. En 1951. Et effectivement, pour laisser place à une galerie commerçante, le théâtre de poche a été abattu et s'est trouvé dans les années 60 sans lieu. Le fondateur du théâtre s'appelait Roger Domany. En fait, son vrai nom, c'était Roger Geertz. Et il a choisi lui-même le pseudonyme de Roger Domany parce qu'il avait envie de faire du théâtre, il était plutôt ambitieux, mais il ne payait jamais ses créanciers. Et sa phrase, c'était « Je paierai demain à nous. Demain à nous. » Et donc, il s'est appelé Roger Domany. Il n'y a plus de salle dans les années 60 et il est perclus de dettes. Et il décide, comme on le faisait probablement dans ces années-là, d'aller faire un peu d'argent au Congo. Alors il part au Congo et il emmène dans sa valise des artistes du théâtre de poche, d'une part. Il amène aussi des musiciens, des groupes de musique comme des cousins, Killwatch, qui fait des tournées au Congo avec lui. Il va faire ça pendant 2 ou 3 ans et l'histoire anecdotique dit qu'à l'époque, le cachet des artistes était payé en argent, ça s'appelait d'ailleurs, Zaïre. Ouais, la monnaie s'appelait le Zaïre. Ouais, c'est ça. Et il se trimballait avec des grandes malles chargées de billets. C'est comme ça qu'on le payait à l'époque. Et il avait toujours dans l'idée de reconstruire son théâtre, mais il était plutôt bien au Congo probablement. Et un jour, il prend l'avion pour rentrer vers Bruxelles. Et il est assis à côté d'un jeune homme qui a une trentaine d'années. Donc, je vais vous raconter l'histoire, qui s'appelle Roland Maoden et qui lui succédera au théâtre. Roland Maoden est assis à côté de lui, il est habillé en treillis militaire. Je vais vous expliquer pourquoi. Il lit un texte de Machiavel et entre les deux, ça se met vraiment bien. Roland Maoden, est né là, à côté, dans le bistrot à côté. Sa mère en était gérante, si vous voulez dire, si biberonnait au théâtre de poche. Son père est absolument absent. Il est engagé par l'État belge pour être le conservateur du parc de l'Akagera au Rwanda. Et sa mission, notamment, c'est de réguler les troupeaux d'éléphants. On l'appelle localement Bwana Kisongo, l'homme qui tue d'une seule balle. Et donc, toute son enfance, vous ne saviez pas, hein. Toute son enfance et toute son adolescence, il est nourri de ça, de l'image de ce père. Du moment où il va vouloir rejoindre, il fait, comme c'est de bon ton, son service dans les paracommandos. Il fait 1 ou 2 pas sur le côté, la
police militaire vient une histoire amoureuse. La police militaire vient, ouais, une histoire amoureuse. La police militaire vient le rechercher parce qu'il ne s'était pas présenté à son peloton et il doit faire le reste de son service au GNU. Et son père, qui a quelques amis politiques, fait intervenir un militaire plutôt gradé qui vient le retrouver dans sa prison. Et soit tu fais tes 6 mois là en prison, soit tu pars au Congo et tu viens instruire la future armée katongaise. Et c'est comme ça qu'il part, avec son treillis militaire, instruire l'armée katongaise. Et ce jeune mercenaire rencontre dans l'avion ce directeur de théâtre excessivement lettré, mais qui aime référence, l'aventure. Et entre les deux, ça va plutôt bien se mettre. Leur premier acte, c'est pas de construire le théâtre de poche, c'est de traverser le Congo en jeep. Ils font 12 000 km de brousse et ils rassemblent des danseurs de toutes les ethnies qu'ils rencontrent pour créer le premier ballet national folklorique du Congo qui ira se présenter à Dakar au Festival des Arts Nègres à cette époque-là. Demani a envie de faire un théâtre, il n'a pas de lieu. Mahoden lui dit, écoute, je peux peut-être demander à ma mère si on ne peut pas utiliser les pistes de pétanque derrière. Ils débarquent tous les deux chez la mère de Mahoden qui lui dit, utilise les pistes de pétanque, ils vont chercher un peu de bois, un peu de ciment. Ils empruntent un peu d'argent à Bwana Kisongo, le père de Mahoden. Et à deux, avec quelques amis, ils montent un théâtre qui ressemble à un chalet, et que vous avez certainement connu, pour certains d'entre vous, qui a précédé le théâtre de poche en dur pour le coup. Ça a été créé quoi en 97, c'est ça. Et la petite histoire, Mahoden et Demani n'ont jamais remboursé le père de Mahoden, qui n'a pas hésité à leur envoyer les huissiers. Et dans la maison, le père de Mahoden, aujourd'hui disparu, on l'appelle Sheko Kisongo, l'homme qui tue un seul chèque. Ouais. Je vous raconte tout ça. Pourquoi? Je pourrais aussi vous raconter des histoires de spectacles, de mise en scène, de comédiens. Je pourrais vous raconter encore l'histoire anecdotique des spectacles. Mais juste, il y a eu à peu près que 2 directeurs avant moi, une petite, mais bon, avant moi dans ce théâtre. Et je suis dans l'héritage, vous comprendrez, de quelque chose d'absolument romanesque, aventureux. Voilà, quelque chose qui se traduit par une programmation qui jette aussi un regard sur le monde et sur son état. Et puis voilà, c'est ce qu'on va tenter d'évoquer avec vous là maintenant. Alors, on va pas le faire chronologiquement, parce que les articles, je ne les ai pas du tout prévenu qu'on faisait une présentation. Il nous avait dit, on est arrivé par hasard, il nous a dit, vous voulez faire une présentation, il y a des gens qui viennent pour écouter la saison, on s'est dit, on va quand même partager ça avec vous. Vous avez fait l'effort de venir, on vous remercie, on s'est dit, on va quand même faire l'effort de rester ici pour vous expliquer le spectacle. Vous donner envie de venir, ou en tout cas de passer un bon moment avec vous là maintenant. On ne pourra pas rester jusqu'au bout malheureusement. Ça ne vous dérange pas? Vous pouvez nous insulter, c'est le moment. Si vous voulez nous insulter, c'est le moment. Est-ce que vous entendez suffisamment nos voix? Oui. Oui? Ok. Tout juste, c'est limite. Ok, d'accord. Alors, je vais laisser... T'étais bien parti là. Non, moi ça va. Tu merde bien, continue. Non, je vais le laisser démarrer parce que eux, ils jouent leur spectacle en décembre. C'est ça. Ok, moi c'est en janvier. Donc on va quand même vous donner l'ordre là, voilà, comme ça. Comme ça, on perturbe pas trop non plus. On sait que tout le monde aime bien que ce soit assez réglé. À moins que vous voulez qu'on fasse ça dans n'importe quel ordre. Non, je voulais voir quel genre de public vous étiez. Apparemment, vous êtes un peu des fous, vous vous en foutez. Hein, ok, d'accord. Les stripteaseurs vont arriver, hein, ne vous inquiétez pas. Ils sont en retard. Ils sont en retard. Non, bah, je te laisse la parole par politesse. Donc, Riton Liebman, vous le connaissez certainement si vous êtes des habitués du Poche, puisqu'il a une longue histoire avec le lieu. Il a été récemment nouveau dans l'actualité théâtrale, puisqu'il y a eu Liebman Renégat qui a été créé et qui passe d'ailleurs sur la 3 d'ici quelques jours, ou quelques semaines. On a été à Avignon cet été, puisque je dirige aussi un théâtre, mais à Charleroi, le théâtre de l'Ancre. Et voilà, Riton, le théâtre de poche, c'est un peu sa deuxième maison. Et donc, je devais faire la mise en scène de Liebman Renégat, mais pour des questions d'agenda, ça ne s'est pas fait. David Murgia a fait ça remarquablement. Et comme il y avait l'envie de continuer à travailler avec cet artiste-là,
Olivier Blin m'a proposé en effet de travailler avec lui sur la vedette du quartier. Donc Riton Liebman, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a été très très connu en tant qu'enfant, puisqu'il a été l'enfant dans Préparez vos mouchoirs avec Patrick Doher, Gérard Depardieu, qui a été un des grands films du cinéma français dans les années 70, 80 là. Et effectivement, mais là, Riton nous emmène dans le cinéma français, entre son premier rôle et puis un peu l'attente de sa vie, qui est le deuxième rôle à la hauteur du premier, chose qui à 50 ans, il est toujours un peu en attente de ça, puisqu'il a continué à faire une carrière dans le cinéma français, mais c'est vrai qu'il n'a pas eu le rôle qui lui a permis de on va dire, confirmer son entrée magistrale dans le cinéma français. Donc ça parle de son aventure en tant que jeune acteur qui décide de devenir d'abord acteur, puisque dans Préparez vos mouchoirs, il a 14 ans, donc il n'est pas encore acteur. Il va s'inscrire au Conservatoire de Bruxelles, il va partir, il va aller sur Paris. Enfin, il y a toute une aventure, un espèce parfois de road movie entre Bruxelles et Paris, et puis son arrivée dans le cinéma français, parisien, ses petites et grandes errances, son rapport avec Blier, qui est quelqu'un pour lui d'important, dans le film, mais par après aussi, son rapport avec son père, avec sa mère qui est toujours vivante. Son père malheureusement est décédé, mais c'était une grande figure. C'est surtout de lui dont il parle dans Liebman Renégat, puisque c'était un prof du NIF à l'université, à l'ULB ici, juif pro-palestinien, donc voilà, c'était un père assez extraordinaire. Là, il y a des rapports avec son père, mais c'est vraiment toute son entrée dans le cinéma français. Enfin, il rencontre Brialy, il rencontre Florent Pagny, enfin voilà, ça devient ses copains de sortie, en tout cas pour Pagny. Et puis après, voilà, enfin, il y a beaucoup d'anecdotes, de choses qui viennent nous parler d'un monde qu'on connaît malgré tout de loin, c'est le cinéma français, de sa vie d'acteur, et puis lui, de son rapport au métier et de sa recherche du rôle à la hauteur du premier. Donc ça va vraiment nous faire voyager avec Riton, et l'idée c'est voilà, aussi toujours de quitter l'anecdote personnelle pour réussir à ouvrir des choses sur l'universel. C'est ça tout le travail quand on part de quelqu'un, d'un récit de vie, c'est aussi réussir à toucher l'universel. Ça, on verra comment on va le toucher, puisque les répétitions commencent au mois d'octobre et se finissent le 12 pour être présenté le 13 décembre ici en première au Théâtre de Poche. Voilà, je crois que j'ai tracé la cartographie. Alors oui, moi je vais vous le raconter très vite et par l'anecdote. Un jour, je vois Riton débarquer dans mon bureau qui m'a dit « J'ai écrit l'histoire de ma vie, est-ce que tu veux la lire ?» Je m'attendais à ce qu'il y ait un CV de 3 pages. En fait, il y a 800 pages, jeté presque comme un crash. Et c'est juste éblouissant. Il y a le rapport au cinéma, mais il y a aussi une forme de rapport. D'abord, Riton est un personnage très marrant parce que il a un côté un peu Gaston comme ça. Ça veut dire que chaque fois qu'il approche de la gloire, du César, de l'Oscar, que ça va y aller, qu'enfin ça va marcher, il se prend les pieds dans le tapis en fait. Et il est excessivement touchant là-dedans, je trouve. Et il est une des anecdotes, je vais en prendre qu'une, parce que c'est sûr qu'il y a le rapport à Bertrand Blier, mais il y a encore le rapport à la famille et autour de ça, à l'éducation, à la vie probablement. Et donc il fait sa petite carrière à Paris, mais il ment beaucoup à ses parents. Il leur dit qu'il est au conservatoire, qu'il étudie. En fait, il n'étudie pas beaucoup. Il picole dans les bistrots, il fait des vagues castings, mais ça marche pas. Il adore les filles, mais ça marche pas non plus d'ailleurs. Et son père, de temps en temps, il n'est pas vieux, hein, il a 15 ans, donc son père, de temps en temps, descend à Paris pour prendre des nouvelles de son fils, quoi. Et puis à un moment, il n'en peut plus de mentir à son père. Et il décide de poser un acte de droiture, de faire un métier sérieux, mais pas comédien. Et il est très tôt le matin, parce qu'il sort d'une boîte, il est 5h30, il sort des bains de douche, il est 5h30, 6h, et il voit sur la porte d'une boucherie, cherche apprenti boucher. Et il y va. Et là on retrouve Riton Liebman pendant une journée dans une boucherie, mais c'est très compliqué. Boucher pour Riton Liebman, très très compliqué. Et pour les clients aussi. Ouais. Et donc, ouais, pour les clients aussi, c'est vrai que c'était compliqué. Et donc, moi j'ai personnellement pas eu envie de couper dans ces 800 pages. Je sais même pas ce qu'on pourrait retirer, parce que la chose amène la chose, le truc amène le truc en fait. Et donc la décision a été de donner un rendez-vous annuel à Riton Liebman, ce qui fait que nous feuilletonnerons sa vie et que chaque année on verra un bout
de l'histoire de Riton Liebman. Aux dernières nouvelles, il était viré du chômage en France. Ça ne se passe pas très bien pour lui, il est très inquiet. Et pour lutter contre son inquiétude, il visite un musée par jour. Il écrit ce qu'il voit. Alors si au début, il va au musée du Louvre ou au quai Branly, à un moment, au bout de 2 mois, il est condamné à aller au musée de la Charentaise, à d'autres musées. Et voilà, mais c'est super touchant en fait. Donc on vous propose les yeux dans les yeux de rencontrer ce personnage, si vous ne le connaissez pas, mis en scène par Jean-Michel Van den Heijn. Merci. Merci à toi Jean-Michel. Et maintenant c'est toi. Je peux plus reculer. Et on peut laisser Jean-Michel aller à son rendez-vous. Mais je vais au moins. l'écouter après. Comme Je ça. vais mettre la pression. Mais non, pas du tout. Donc moi, c'est la page juste derrière, normalement. Donc je joue au mois de janvier. Ah, peut-être que vous avez des questions à poser à Jean-Michel, vous voulez? Allez-y, hein. Il n'y a pas de questions. Tout a C'était été dit. super clair. Bienvenue madame, vous pouvez vous asseoir là par exemple, clair. ou là-bas, à votre avant-place. Ouais. Merci, je vous en prie. Alors moi, je joue juste après eux, au mois de janvier, exactement. Le spectacle s'appelle On the Road A. Alors c'est un petit jeu de mots parce que mon nom c'est Roda. Alors vous vous demandez certainement d'où vient ce prénom. Non, pas du tout, mais c'est pas grave, je vais quand même vous le de la dire. famille d'Étienne Rodagil, c'est ça? Non. Non, moi Roda, c'est un nom d'origine libanaise, parce que je suis d'origine libanaise. Vous êtes déjà allé au Liban? Personne n'est allé au Liban, très bien. Je suis né au Maroc, en fait. Vous êtes déjà allé au Maroc? Quelques-uns. Et en fait, j'ai grandi en Guinée, en Afrique de l'Ouest, à côté du Sénégal. Vous êtes déjà allé en Guinée? Non. Ouais, et je suis belge. Ah, vous avez les rassurés là, d'un seul coup. Donc en fait, ce spectacle, en tout cas, c'est un genre de voyage à travers un peu tout mon parcours. Donc c'est une manière pour vous de visiter la Guinée, le Maroc,